Bonjour, vous entendez? Bonjour, oui, oui. on vous entend. Ok. Ok, bah, du coup, on va aller prendre les exercices sur les champs vectoriels. Et votre enseignant m'a dit que vous avez déjà vu l'exercice 1, 2. Et il faut faire la question 3 de l'exercice 2. C'est ça, non? Ouais. Donc, vous avez calculé la circulation. La question 2, c'est ça. Et on va calculer les flux. On va calculer les flux. Donc, il faut calculer les flux de ces champs vectoriels A à travers une surface constituée d'un cube. Un cube des côtés A et bon, on a les coordonnées de tous les sommets. Donc, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme ou... Non, ok, fait trop chaud peut-être. Ok, on va prendre un repère X, Y, Z. Et les cubes des côtés A et des sommets O, A. Donc A est là. B est sur voilà. C00, A est là. B, il vient par ici. Ça doit être là. B. Il y a F ici. Et il manque un point. Il manque le point G. Bon, c'est ça. Ok, ça c'est les cubes. Et on doit calculer les flux à travers ces cubes du champ A. Ok, déjà pour commencer, comment on définit les flux à travers une surface? C'est les flux déjà de quel champ? Les champs là, c'est A, non? Donc c'est les flux des A à travers cette surface, bon, on l'appelle cube. C'est la surface identifiée par ces cubes. Donc, par définition, c'est quoi? C'est l'intégrale double des A scalaire ds, où ds est la surface orientée
du cube. Ouais. Donc, quand on parle des surfaces orientées, comment on oriente une surface pour calculer les flux? Il a une orientation, déjà, si on dit surface orientée, ça veut dire que cette surface ds, en général, on l'écrit, bon, c'est la norme de ds fois quoi? En vecteur dirigé commun. Bon, ça dépend de la surface, mais il est toujours par rapport à la surface orthogonale. Donc, on l'appelle petit n. Et en plus, si la surface est fermée, on prend toujours n de l'extérieur de la surface. Okay? Donc ici, pour les cubes, il faut les prendre à l'extérieur du cube. Donc ici, on aura 6 faces. Et pour chaque face, il faut faire... il faut prendre les n de la surface, mais de l'extérieur. OK? Donc, ces flux, on peut les décomposer en 6 parties. Bon, ça va être assez long à écrire, mais bon, conceptuellement, c'est simple. On a un cube, on a 6 faces. Et on va les décomposer en 6 parties. Donc, les flux à travers les faces du haut, donc on les appelle B, C, D, G, et celle du bas. OAFE. Après, il y a les surfaces latérales, les deux devant et derrière. On fit D, G, F, E, plus phi O, A, B, C. Et il reste deux qui sont les surfaces latérales à gauche à droite. C, D, E, O et A, B, G, F. OK? Donc, par rapport à chaque face, il faut calculer les flux à travers cette face. OK? OK, donc on commence dans l'ordre ici. Donc, par rapport à la face du haut, OK, par rapport à la face du haut, sur cette face-là, quel est le vecteur normal à la surface vers l'extérieur? Z, c'est ça. Donc là, on met un vecteur comme ça qui est UZ. Et pour la face du bas, là, c'est moins UZ. OK, pour les faces... Bon, du coup, on commence par ça. Hein. OK, donc les flux vont être les produits, l'intégrale du produit scalaire des A, scalaire, bon, pour la face du haut, du coup, c'est UZ, DS, et DS. Non. Bon, les DS ici, c'est quoi? Sur cette face-là. Ça, c'est une face dans quel plan? C'est DX, c'est ça. OK, et ça, on les fait sur la face B, C, DG. Après, il y a un intégral double sur OA, FE. Et A, produit scalaire moins Z, toujours dx, dy.
OK, ensuite, on passe aux faces devant et derrière. DGFE, sur cette face-là, la normale est comme ça, non? Donc, quel est le vecteur unitaire ici? UX. Pour la face derrière, UX. OK, du coup, si on continue les calculs, on aura intégral double sur la face DGFE, DA, produit scalaire UX, et la surface ici pour la face, cette face verticale, c'est dx dz, c'est ça. Non, c'est pas dx dz. C'est dy dz, non? On parle de cette face-là. Y dz. OK. Et pareil pour l'autre, on a l'intégrale double de DABC. Non, c'est pas de. Ah non, c'est pas des cessations. C'est ça. Ou ABC. Et A scalaire moins UX. DY, DZ. Et ensuite, il faut rajouter les deux à gauche et à droite. OK? OK, à gauche, on a ça. À droite, on a ça. Donc, ces deux vecteurs correspondent à quoi? Celui de gauche, c'est moins UY. Et à droite, on a UY. Donc, quand on rajoute les faces CD, E, O, c'est A, produit scalaire Y. Et cette fois, la face CDEO, elle a quoi comme coordonnée? C'est X et Z, non? C'est dans les plans X, Z. Et plus intégrale sur A, B, G, F, et A scalaire Y, dx dz. OK? Donc, on a 6 termes. Et maintenant, il faut calculer, en faisant les produits vectoriels de A et du vecteur normal. Donc, A, c'est un champ vectoriel X, des composantes X, Y et Z. OK? Donc, on rappelle juste ça, que A égale AX, EX, plus Y, EY, plus Z, EZ. OK? Et du coup, chaque fois qu'on fait les produits vectoriels, ah, mais je me suis trompé. Oui, désolé, je n'avais pas vu que c'était X, Y, Z. Bon. Bah, du coup, on appelle. Ouais, on change de nom, désolé, parce que sinon, ça va pas. On appelle U ça, sinon ça. Sinon, c'est pas cohérent. OK, du coup, quand on va faire, par exemple, A scalaire UZ, on trouve quoi? UKA, c'est ça? Ça fait Z du Z. Oui, non, juste Z. C'est un produit Oui, scalaire. Z, pardon. Donc, c'est juste Z. Z, dx, dy.
Euh, oui, ok. C'est z dx dy. Mais par contre, sur la surface BCDG, c'est-à-dire cette surface-là, z vaut combien? Ah, donc c'est pas donc z égale à a, du coup à la place de z, c'est a. Donc ça va être a. Ouais, en plus les choix n'est pas très les choix des noms n'est pas très bon parce que a c'est ouais, on va appeler les champs et les côtés du cube, mais c'est pas du tout la même chose. Okay. Je ne l'avais pas appelé comme ça. Ok, A dx dy, c'est ça, non? Il faut l'intégrer sur les cubes. Non, pas sur les cubes, pardon, sur la place, qu'est-ce qu'on avait dit? Les CDG. Okay. Après, sur la face OABC, non, on était où? OAFE, on aura quoi? Bah, il y a un moins ici qu'on peut sortir. Et après, toujours A scalaire UZ, ça va donner Z. Mais Z sur la face OAFE vaut combien? C'est la face du bas. Hein? Il vaut 0. Donc c'est 0 fois dx dy. Donc, ça va faire 0 aussi. OK. Après, il y a cet intégral-là, dgfe. Allez, si on fait A scalaire x, cette fois, ça va donner x, non? Mais sur la face dgfe, dgfe, c'est la face qui est devant. X vaut combien? Ah, c'est A scalaire produit dy dz. Et ici, OABC. Sur OABC, x vaut combien? 0. Donc, ça va être 0 fois dy dz. Donc, déjà, ça et ça sont nuls. Et pour les derniers, on a ici, on a moins y. O. Et y sur la face CDEO vaut combien? 0 fois dx dz. Donc ça va être nul. Plus l'intégrale sur la face A, B, G, F des y dx dz. Y sur cette face-là, A, B, G, F, bon. Ah. Ok, donc il y en a 3 qui sont déjà nuls. Et les 3 autres, bon, combien ces 3 intégrales? A, une constante, on peut la sortir. Et à chaque fois, il y a l'intégrale, c'est l'intégrale sur la surface d'un carré, non? Donc à chaque fois, l'intégrale vaut combien? A carré. On est en train de calculer la surface d'un carré ici seulement. Donc à chaque fois, l'intégrale c'est A au carré fois A, c'est A au cube. Et il y en a 3. Donc c'est 3 fois A au cube. Ouais. Donc le résultat final, ça va être 3A au cube.
ça, c'est les calculs du flux. Ça va pour ces calculs, au moins les principes. Non, j'ai pas compris pourquoi. Là, on a A, c'est A, on peut les sortir, c'est une constante. Et après, on a l'intégral des dx dy qui vaut A au carré. Non, on calcule la surface d'un carré ici, à chaque fois. OK? OK, donc les principes, quand on calcule un flux, déjà, c'est de détailler la surface, de détailler les vecteurs normaux à la surface sur lesquels on calcule les flux. Donc, toujours avec la convention que les vecteurs est perpendiculaire vers l'extérieur. Oui. Et quand on calcule les flux d'un champ vectoriel sur une surface, il faut calculer les champs au niveau de cette surface. Oui. Donc, si vous calculez les flux sur une surface qui se trouve à z égale à 0, il faut remplacer z égale à 0 dans les coordonnées du champ vectoriel. Oui. OK? OK, c'est bon? On peut, bon, il n'y avait plus de questions ici. Non? On peut passer à la suite ou il y a encore des doutes sur ces calculs? Non, c'est bon? Ça va, c'est bon? OK. OK. On va voir l'exercice 7.3. Bon, on va définir un champ scalaire, comme ça, donc x au carré demi plus y au carré. Donc, un champ scalaire, avant on avait vu un champ vectoriel, un champ scalaire, c'est quoi la différence entre champ scalaire et champ vectoriel? Comme les normes les suggèrent, les champs scalaires, c'est un scalaire, et les champs vectoriels, c'est un vecteur. Bon, c'est ça la différence. Mais c'est toujours une application qui, à chaque point de l'espace, associe quelque chose. Ouais. Pour un champ scalaire, il associe un scalaire, non? Par exemple, c'est quoi des exemples des champs scalaires que vous connaissez? Oui, c'est ça, une carte des températures, par exemple. Et un champ vectoriel? Il y a beaucoup de champs vectoriels. Peut-être un champ magnétique? Oui, champ magnétique, par exemple, champ électrique, un champ de vitesse, non? La vitesse dans l'espace. Ouais. Il y en a plein d'exemples. OK. Ici, on va déterminer les surfaces isoscalaires, qu'on appelle aussi surface des niveaux. Donc, comment on caractérise une surface isoscalaire? Iso, ça veut dire quoi? En général, égal. Oui. Donc, ça veut dire qu'à valeur égale de ces scalaires f. Donc, f égale la constante. On appelle C la constante. OK, donc les surfaces isoscalaires sont les surfaces comme ça pour lesquelles les champs scalaires constants. Et ce type de surfaces, ça représente quoi? Comment on peut voir ça? C'est l'équation de quoi ça?
Une ellipse, c'est ça. Si on est à Z fixé, bon, dans un plan horizontal, soit au XY, soit en plan parallèle au XY, si c'est une ellipse, non? C'est une ellipse dans ces plans qu'on a fixés. Mais ici, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'on est dans l'espace. Donc, si sur chaque plan à Z constante, on a une ellipse, par contre, on peut faire varier la coordonnée Z aussi. Oui. Donc, à la place l'ellipse, c'est une courbe, mais nous, on va en surface. On est dans l'espace. Hein. Donc, sur chaque pan, on a une ellipse comme ça. Donc, ça. Si on fixe un plan ici, à cette Z-là, on aurait une ellipse ici. OK? Bon. Mais si on fait varier Z, ça décrit quoi? Oui, ben, ce n'est pas exactement un cylindre, mais une espèce de cylindre. Hein? Comme ça. C'est quelque chose comme un tube de section elliptique infini, suivant Z. Parce qu'il faut prendre toutes les valeurs de Z. Ce n'est pas qu'il faut se limiter à un plan à Z fixé. Et si on fait ça, on va décrire cette surface, la surface latérale de ces tubes dans l'espace. Ok, donc ça va être des tubes, on l'appelle tubes. Hein. Des sections elliptiques. Et d'axe Z. La tube infinie, hein, bien sûr. Bon, vu que Z peut varier pas des moins infini, infini. OK? OK. Ensuite, on va calculer les vecteurs gradients de F. Comment on définit les gradients? Bon, vous l'avez vu, ça, les gradients ou pas? Ah oui, c'était l'exercice 1 aussi. Donc, comment on définit les gradients? C'est la différentielle de F. Non, pas tout à fait. Il est lié à la différentielle de F. Et comment il est lié? C'est df selon x, df selon y et df selon z. Oui, c'est ça. Donc, on a que les gradients de F, les df, c'est gradient de F scalaire à DOM, non? Oui, par définition des gradients des différentiels. Du coup, les gradients de F, c'est un vecteur qui a comme composante les dérivées partielles de F. Okay. Donc, si on est dans sa repère cartésien, le gradient de F va être un vecteur df sur dx ou x plus df sur dy y et df sur dz aussi. Ok, c'est ça. Hein? Du coup, il suffit juste de calculer les dérivées partielles de f. Donc, pour la composante x, on a quoi comme dérivée partielle? On a 2xz. On a, pardon 2x. Ben, c'est pas 2 parce qu'il y a un... Z. Non, c'est x. Ça va être x. La composante y. Hein? Oui, 2y. Et la composante z.
Oui, c'est bon. Il n'y a pas des Z, du coup, pas des dérivés. Bon, c'est mieux. OK, donc ça, c'est les gradients de F. C'est un champ du coup, les gradients de F, ça représente quoi en termes des champs? C'est un champ scalaire ou vectoriel? Ouais. C'est un champ vectoriel, ça, non? On était parti d'un champ scalaire F, et on peut toujours construire un champ vectoriel si on fait les gradients de F. Ouais. Ça, c'est un vecteur. Ouais. OK. Et si on calculait la dérivée directionnelle de F au point M dans la direction d'un vecteur V, ça vous l'avez vu, la dérivée directionnelle? Ou pas? Bah, ça ressemble à ça, mais c'est une définition qui ressemble à celle-là. Donc, on appelle dfm dans la direction de V, comme, bon, par exemple, comme ça, on peut écrire. Donc, par définition, c'est les gradients de F calculés au point M, oui, scalaire V, mais V doit être unitaire, donc on va diviser par la norme de V. Et, à la place de projeter les gradients sur les dépassements élémentaires, on va les projeter dans la direction de V. C'est comme si on prend les gradients et on fait une projection dans une direction de l'espace. C'est ça la dérivée directionnelle. Ça va la définition? OK. Bon, les gradients de F, il faut la calculer, c'était X, bon, c'est ça, X et X de Y et Y. Mais il faut les calculer au point M1 moins 1 Z. Donc, quand on calcule les gradients à ces points-là, 1 moins 1 Z, on ne trouve pas. Ça veut dire qu'il faut remplacer X par 1 et Y par moins 1, non? Donc, ça donne quoi? On a déjà calculé les gradients, il faut rien faire. C'est juste remplacer les points M ici. C'est 1 moins Z? C'est 1 moins Z? 3, non? Enfin, c'est par rapport au gradient, non? Oui, les gradients de F au point M, c'est quoi? EX moins 2Y. C'est EX moins 2 et Y, c'est ça. À la place de X, on a mis 1, et à la place de Y, on a mis moins 1. Hein? C'est ça les points M. Les points M à coordonnées. En fait, j'ai confondu un Z avec un 2. OK. 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 Et pour les vecteurs V, bon là, il faut calculer la norme de V. OK, si on calcule la norme de V, on n'obtient pas. C'est 9 plus 4 plus 3. C'est 16, non? Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est 16. Ça fait 4. 4 la norme. Bon, mais, on va faire juste un petit parenthèse ici. Norme de V égale signe de 16.
4. Alors ici, on a quoi? On a 1 sur 4. Et après, si on fait les produits scalaires, on obtient quoi ici? 3. Et après? Plus 4. Plus 4. Et pour Z égale 0. Donc c'est 7 sur 4. Ok, ça va? Ok, donc dérivé directionnel, c'est juste, vous calculez les gradients au point demandé et vous faites les produits scalaires avec les vecteurs indiqués. Par contre, un vecteur unitaire. Hein. Donc, si les vecteurs n'est pas unitaire, il faut toujours diviser par un an. Ok. Ouais, il faut passer. Ah oui, j'ai oublié qu'on a. Attends. Ah oui, si, on a oublié une question, désolé, je n'avais pas vu. Il demandait aussi les lignes des champs gradient df. Et on n'a pas fait. J'ai raté la. Et la famille des lignes des champs des gradients df. Donc, il faut trouver les lignes des champs des gradients df, c'est ça. Donc, il faut ajouter ça. Et en général, comment on trouve les lignes des champs d'un champ vectoriel? Vous l'avez déjà fait, ça, non? On les trace sur un plan, enfin, dans le plan OXY. Oui, mais avant de les casser, il faut trouver l'équation. Non? Comment on cherche l'équation de lignes des champs? Quelle est la condition pour qu'une ligne soit une ligne des champs? C'est ça. Oui, que les champs doivent être tangents à la ligne des champs à chaque point. C'est ça. OK. Un autre terme, c'est que les gradients doivent être collinéaires aux vecteurs tangents à chaque point. Et les vecteurs tangents en courbe, comment on l'exprime? À un point M de la courbe. En fonction de EX, EY et EZ. Et par exemple, oui. Et du coup, si pour avoir une forme plus compacte qui ne dépend pas du repère, c'est D. C'est les déplacements élémentaires, non? Donc D. Oui, par exemple. C'est ça, c'est les déplacements élémentaires doivent être collinéaires au gradient de f. Donc, ça va être une constante qu'on appelle lambda fois gradient de f. OK? Et ça nous permet de déterminer les lignes des champs des gradients de f, par exemple. Après, en fonction du repère qu'on a, on va expliciter cette équation vectorielle en trois équations scalaires. On est dans l'espace. Donc ici, quelles sont les trois équations pour déterminer les lignes des champs? Il faut les faire pour chaque composante, non? Composante X, Y et Z. OK?
OK? Donc, pour la composante X, on a quoi? Oui, dx égale à lambda. La composante X du gradient, c'est quoi? Non, c'était pas X, c'était X, non? Ça c'était F, non? On voit les gradients. Bon, si on explicite, c'est dx EX plus dy EY plus dz de z peut être égal à x EX plus 2y EY, c'est ça. Hein? Donc après, composante par composante, on peut trouver les équations. Donc dy, ça va être égal à lambda fois 2y, ça c'est fois 1. Et dz égale à 0. Donc déjà, on parle toujours de l'équation qui est la plus simple. Donc dz égale à 0, on nous dit quoi? dz est constante. Non? Donc z constante, bon, ça veut dire que les lignes des champs se trouvent toujours dans un plan z égale à constante. OK? Et comment on traite les deux autres? C'est qu'on cherche, c'est une équation cartésienne, par exemple, non? Donc, comment on fait pour trouver une équation à partir de ces deux-là? Une équation de y à fonction de x, par exemple. On peut faire dx sur x et dy sur y. Ouais, c'est ça. On peut diviser les deux équations. Non? Donc, on peut dire que, par exemple, dx sur dy égale à x sur 2y, si on divise. Il y a lambda qui se simplifie. Donc, il faut toujours se débarrasser de ces lambda. Ça, on ne va pas l'avoir dans les équations. OK? Et après, comment on intègre ça? Il faut séparer. Qu'est-ce qu'il faut séparer? Mais il faut séparer x d'un côté et y de l'autre côté, non? Donc les deux, on peut les mettre là, par exemple. Donc on va voir quoi? C'est quoi la primitive? Après, on va intégrer tout ça, bien sûr. C'est les logs, la primitive. C'est log y égale à 2 fois log x plus. Il y a toujours une constante d'intégration. Il ne faut pas l'oublier, cette constante. Bon, on va l'appeler K. Hein. Parce que si on oublie la constante, on a une seule ligne des champs. Et ça, c'est pas bon. Vu que les lignes des champs sont toujours une famille infinie de lignes des champs. Hein. Il y en a toujours une infinité. Et justement, on les obtient en faisant varier les paramètres K. Ici. OK, si on se débarrasser du logarithme, on peut écrire aussi y égale à quoi? X au carré plus E2K. X au carré. Fois, justement, après la constante va multiplier les x au carré. Mais ce n'est pas la même constante, ça va être une autre constante K', par exemple. C'est l'exponentielle des K. Ça. OK, et ces courbes ici, dans un plan z égale à constante, elles représentent quoi? Des paraboles, c'est ça. OK, donc si on va les tracer, par exemple, dans les plans, on se met juste dans les plans x, y pour simplifier.
Donc, c'est des paraboles, du coup, ça va être, ça dépend du signe des cas, bien sûr. Ça va être des paraboles comme ça. Et si K varie, bon, plus K est grande, plus la parabole va être comme ça. Et comment s'orienter ces lignes de champ? Chaque fois qu'on a des lignes de champ, il faut les orienter aussi. Et comment on voit l'orientation des lignes de champ? Et ça continue de l'autre côté aussi. Comment s'orienter ces lignes de champ? Par exemple, il faut fixer déjà une partie du plan. Si on prend la partie X et Y positif, il faut regarder quel est le signe des gradients de F, c'est ça. Il faut les partir de là pour trouver l'orientation. Donc, gradient de F égale à x, EX plus 2y, EY. Donc, si x est positif et y est positif, on a que les composantes x suivant x et suivant y sont positives. Donc, si par exemple on prend un point ici, gradient de f doit être tangent ici à cette courbe. Et du coup, on a deux choix, soit comme ça, soit comme ça. Mais vu l'orientation pour x et y positif, ça va être dans quel sens? Hein? Vers la droite, c'est ça. Donc ça va être comme ça, là, comme ça, pareil. Ici, donc, ces deux lignes de champ, on va les orienter comme ça. Et si on est sous les x négatifs, par exemple, ça va changer parce que pour les x négatifs, ces termes est négatif. Donc x est orienté plutôt comme ça, et y toujours vers le haut. Donc là, l'orientation va être comme ça. Vous voyez, à gauche et à droite de l'origine, sur les x positifs et négatifs, on n'a pas la même orientation. Et ça, il faut pas la prendre en compte quand on trace les lignes des champs. OK? Monsieur, on a supposé que K' était positif là? On a supposé que K soit positif, c'est ça. Oui. Bon, bien sûr, il y a aussi des cas négatifs. Bon, on pourrait les tracer ici. Hein. De toute façon, toutes les valeurs des cas sont possibles. Donc, pour les cas négatifs, on a des paraboles orientées comme ça. Après, c'est pas important parce que c'est une exponentielle, non? Ah, pardon. Ah non. K'. Ok, pardon, je pensais qu'on parlait de K avant. J'ai rien dit. Oui, vous avez raison. Non, mais vous avez raison, je pense. Vous avez raison parce que ça vient d'un exponentiel. Oui, ouais, donc K' n'est pas être négatif. En fait. Oui, K peut être positif ou négatif. Là, mais après, quand on va faire l'exponentielle des K qui est donc K', ça va être forcément positif. Donc, il y a la condition que K' supérieur à 0. Ok, donc on a ça. Et si on trace bon, sur les plans z égale à 0, on va tracer les surfaces isoscalaires. Donc, on aura des courbes dans ces plans. On a dit que c'était des ellipses, non? On va faire comme ça. Bon, c'est
on a une ellipse. Mais quelle est la propriété des lignes des champs par rapport aux surfaces isoscalaires? Là, à ces points-là, là, par exemple. Les lignes des champs doivent être comment par rapport Ça va être normal par rapport à la surface de l'ellipse. Souvent, bien sûr, on ne les voit pas parce qu'elle est mal faite, mais en général, ça doit être les cas. Donc, ligne des champs. Perpendiculaire aux surfaces isoscalaires. OK. OK. Ouais, c'est une propriété générale des lignes des champs par rapport. Si vous prenez une surface isoscalaire, c'est F égale à constante, comme on l'a construit. Après, on peut toujours définir un champ vectoriel qui est les gradients de F. Et on peut montrer que les lignes des champs des gradients de F sont perpendiculaires aux surfaces isoscalaires de F. Ça vient de là. Mais tout vient du fait que F égale à constante. Je ne sais pas si vous avez fait c'est une petite démonstration. Hein. Donc, F égale à constante, ça veut dire F égale à 0. Peut-être que vous l'avez vu, ça. Hein. Mais df, on a dit qu'on peut l'écrire gradient de F scalaire de OM. Du coup, égal à 0. Donc, on montre que gradient de F est perpendiculaire à DOM ici. Et gradient de F oui, au niveau d'une surface isoscalaire, gradient de F, disons, DOM est orienté suivant la surface, pardon, suivant la. Si on prend F égale à constante, donc on est sur une surface isoscalaire ici. Donc DOM est orienté comme ça, suivant la surface isoscalaire. Et gradient de F, du coup, va être perpendiculaire à cette surface, il va être comme ça. Okay. DOM, c'est les vecteurs tangents à la surface isoscalaire au point M. OK? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça, non? La démonstration ici. Non, vous l'avez pas fait? OK, vous pouvez commencer à regarder l'exercice 7.4. Ouais. Alors, essayez de faire en autonomie la première question. Ouais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire. Hein. Sauf que on est dans un autre repère, on n'est pas dans les repères cartésiens, mais dans les repères cylindriques. Et du coup, les composantes du gradient ne sont pas les mêmes. On peut juste écrire ça pour l'instant, comme ça peut vous aider. Et quelles sont les composantes du gradient dans ce repère? Les composantes du gradient dans ce repère cylindrique. Gradient de P, bon, c'est la fonction P. Donc c'est dP sur dr plus 1 sur R
sur dθ plus dp sur dz. Ça, vous l'avez vu comme ça, les composantes. Bah, si vous ne l'avez pas vu, bon, vous pouvez utiliser cette formule. Donc, la différence, c'est qu'on a bon, dp sur d, dp sur dz. Ah, bah, pardon, j'ai oublié les vecteurs de base, bien sûr. Là, c'est θ, là, c'est EZ. Bien évidemment, les gradients ont toujours un vecteur. Et chaque composante, c'est les dérivées partielles. Bon, pour R et Z, bon, ça change rien. C'est juste pour le θ qu'il faut diviser par R. Donc, avec cette formule-là, vous pouvez faire la première question. Après, bon, vous prenez 5-10 minutes et on va la voir. On va la voir ensemble.
Bon, ça va, vous en sortez ou pas? Vous voulez qu'on regarde ou vous voulez prendre plus de temps? Non? Vous l'avez trouvé? Bon, ok. Déjà, quelles sont les équations à poser pour trouver les lignes des champs? Bah, c'est toujours ce qu'on avait écrit, DOM égale à lambda gradient d'effet, non? Ok, comment on écrit DOM en coordonnées cylindriques, à la base cylindrique? Ah, pardon? Z, c'est ça, non? Et ça doit être égal à lambda. Ok, gradient de P. Donc P, on a dit, on avait la forme de P qui est oui, on avait gradient de P qui est égal à rho oméga au carré ER. Ah non, il y a R aussi. RER moins rho G, rho G EZ. Et rho et G sont des constantes positives. Bah, oméga aussi. Ils ont, bien sûr, en sens physique, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est R oméga G. Ok. Donc, lambda, donc, et puis quoi? Ici, on a R oméga au carré RER moins rho G EZ. Donc, les trois équations sur lesquelles? R égale oméga au carré R. Après, il y a R de tête égale et de Z moins rho G. Non? Donc, déjà ici, on peut dire que θ égale à constante. Et pour les deux autres, pardon, il manque un lambda aussi. Pour les deux autres, on peut faire comme on a fait dans l'autre exercice. Il faut enlever les lambda. Hein. On cherche à enlever les lambda. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Oui, on fait la rapport des deux, par exemple. Donc, par exemple, on peut faire, bon, comme vous voulez, des Z sur DR, ou des Z sur DR, par exemple, ou DR sur des Z. DR sur des Z. Donc, ça va être lambda fois ça. Et bien, moins ici, lambda rho G. Donc, les lambda va s'enlever, les rho aussi, d'ailleurs. Il reste moins oméga au carré sur G fois R. Donc, oméga G sont des constantes. Bon, et ensuite, il faut l'intégrer, ça, donc on l'intègre. Oui. Il faut toujours mettre la même variable d'un côté et la même variable de l'autre côté. Comme ça, on sépare les deux. Bah, si on peut les faire, hein. Peut-être qu'on ne peut pas toujours les faire, mais bon, souvent, c'est le cas. Ok. Et des Z, comment?
Et à ce point-là, on intègre. OK. La primitive de sur R égale log de R. OK. Ici, on a moins oméga au carré sur G fois Z plus une constante K. OK. Et si on inverse, R égale il faut notre constante qu'on appelle K'. Ah oui, comme on avait vu dans l'autre, K' doit être positif, vu que c'est l'exponentielle de K. Vous voyez que si K' était négatif, ici, il y a un problème sur R qui doit être positif. Non? R, c'est la coordonnée cylindrique définie positive. Non? Donc, forcément, K' doit être positif aussi, mais c'est ce qu'on trouve. OK. Bon, ça c'est la forme de ligne des champs. Vous l'avez trouvé, ça, ou pas? Comme ça, oui, oui, ensuite, pour la première question, c'est tout. Et après, il y a une deuxième question liée à l'expression de la pression. Oui. Et il faut trouver la pression à partir des gradients d'épée. Oui, on a gradient d'épée. Bah, c'est toujours ça, c'est la même chose. Et on cherche P. Ok, ça veut dire qu'on doit intégrer ça pour trouver P. Pardon, la flèche n'est pas dans le bon endroit, ça doit être là, la flèche. Chaque fois que vous avez une équation vectorielle, il faut toujours écrire des équations scalaires pour trouver les composantes par rapport ici, P c'est un scalaire, mais ça dépend de R, θ et Z. Donc, ça dépend des trois variables, si on veut. Et on a combien d'équations? Ça fait combien d'équations, ça, cette équation? Ouais, bon, 3. Oui. Bon, il y a une équation qui est très simple, mais c'est 3 équations. OK, donc gradient d'épée, on a dit la composante dp sur dr, 1 sur r dp sur dθ et dp sur dz. Non? Ça, c'est dp. Ouais. dp sur dz. Donc, dp sur dr, du coup, égale à quoi? On l'a dit ici, non? Oméga carré r. 1 sur r dp sur dθ égale 0. dp sur dz moins rho g. Donc déjà là, on trouve que P, qui en général c'est une fonction de R, θ et Z, il dépend que... Bah, c'est une fonction juste des deux variables, lesquelles? R et Z. Ok, ensuite, on va utiliser l'un ou l'autre. Bon. Les conseils, c'est toujours de calculer la plus simple. Quelle est la plus simple de ces deux? Ah, dp sur dz, oui. Donc, si on prend dp sur dz, on aurait P de R et Z égale à quoi? Si on intègre. Plus. Ouais, du coup, ce n'est pas une constante, mais une fonction de R. Ouais. C'est toujours une fonction de l'autre variable, pas de la. Ouais, vous voyez, si on n'intègre pas pour la Z, il faut toujours ajouter une fonction de l'autre variable R ici.
OK. Donc, dp sur dr qui est égal à rho oméga au carré r maintenant. Donc, si on calcule dp sur dr, on a à la fois ça. Et à la fois, si on dérive à partir de là, on a f' dr. Donc, on trouve que la fonction f' dr est égale à rho oméga au carré r. Donc, f égale oméga au carré, r au carré sur 2, plus notre constante, on appelle d. Okay. Et si on ensemble tous les parties qu'on avait, on a ça, plus FDR qu'on a trouvé ici, ça fait rho oméga au carré demi, plus cette constante d. Et on avait dit qu'il y avait aussi une condition au bord. Donc P à l'origine doit être nul, c'est ça, non? Donc, P au point O. Bon, l'origine, ça veut dire quoi? C'est P des 0, 0, 0, non? Égal à P0. Donc P de R et Z, bon, quand on met Z égale à 0, R égale à 0, on a D. Égale à D, égale à P0. Ok, bon, on a trouvé D égale à P0, c'est ça. Donc si on écrit l'expression globale, on a, bon, c'est exactement la même chose. Tout ça, plus P0. Okay, du coup, on a l'expression pour P qui dépend des R et Z et pas des têtes. Les faits qui ne dépendent pas des têtes, on pouvait les dire de suite, non? Dans les gradients, il n'y avait pas la composante tête. Hein? Ouais. OK. Bah, c'est tout. C'est bon, ça? Bon, ça, c'était un peu les types d'exercices qu'on a fait. C'est toujours du même style. C'est bon pour tout ce qu'on a vu? Donc, avec tout ça, normalement, on devait être capable de trouver les lignes des champs dans le champ vectoriel. Et, bon. Après, bon, pour un champ scalaire, calculer les surfaces isoscalaires avec gradient, évitons les dérivés directionnels, tout ça. On a combien de temps? On a 20 minutes à peu près. Non? Monsieur, on peut corriger la dernière question, s'il vous plaît, sur les surfaces isobars? Ah, désolé. Oui, il avait une autre question. Oui. Bon, oui, justement, surface isobare, bah, c'est comme on l'avait déjà fait l'exercice, toi.
là, on a déterminé les surfaces isoscalaires. Surface isobare, ça veut dire quoi? La pression constante. La pression. Surface isobare, ça veut dire P et R et Z égale à HC égale à constante. Voilà, donc ça va donner ça. Ok, si vous voulez, on peut expliciter soit comme vous voulez, soit R en fonction des Z, peut-être c'est plus clair si on fait Z en fonction d'R. Donc Z égale à quoi? On a R au carré demi ici, et les on va les simplifier. Reste oméga au carré sur G fois sur 2 fois R au carré. Après, il y a des constantes. Donc, là, c'est des constantes. Donc, on peut écrire plus C moins P0. Non, peut-être P0 moins. P0 moins C sur rho G. Bon, ça c'est juste une constante, on peut l'appeler. C'est Z0, ça. Bon, c'est Z pour R égale à 0. Hein? Si on prend R égale à 0, on a ça. Ok, si on regarde cette surface, c'est Z en fonction de R. Si on avait R dans une direction fixée, par exemple, ça décrirait quoi ça? Une parabole. Ouais, c'est comparable. Mais si on prend juste si on prend R dans une direction, mais ici R, c'est quoi? C'est la coordonnée cylindrique. Donc vous voyez que R pour faire R suit les vecteurs UR, non? C'est les vecteurs de la base cylindrique UR. Okay? Donc, ce qu'on fait ici, c'est que vous prenez Z, au début, vous prenez R dans la direction de X, on peut prendre X. Bon, ce n'est pas un choix conventionnel, mais bon. Après Y, ça va être là. Et donc, si vous prenez R d'abord par rapport à X, vous avez cette parabole comme ça. OK. Donc, on peut l'enlever, c'est ça. OK. Mais après, ce n'est pas X, mais c'est R. Donc, ça veut dire que vous devez faire tourner cette parabole autour de l'axe Z. Vous faites comme ça. Comme ça. Donc, vous allez tout autour de l'axe Z et vous décrivez quoi si vous faites ça? C'est pas juste une parabole, justement. C'est une surface, c'est pas une courbe. Donc, à la place d'une parabole, on a... Hein? Ouais, une espèce de bord de forme parabolique qu'on appelle... Vous connaissez ce terme? Hein? Paraboloïde. Ouais. Okay? Donc, quand vous faites tourner la parabole autour de l'axe Z, vous allez décrire une surface
Bon, c'est une surface comme ça. Vous voyez, non? Tout autour. OK, donc ça, c'est un paraboloïde de l'évolution. Donc ça, c'est juste pour savoir comment ça s'appelle. OK, bah, ça, c'est pour une valeur fixée de C. Après, si on fait varier C, il y en a une infinité de ces paraboloïdes comme ça. Ah oui, d'ailleurs, ici, on a pris, voilà, on a pris Z0 égale à 0, mais Z0, ça peut être quelconque. Bon, ça, c'est un cas particulier où la parabole passe par l'origine, mais ça peut être une parabole comme ça aussi. Et après, vous la faites tourner quand même autour de l'axe Z. Donc, ça va décrire toujours un paraboloïde comme ça ici, quand vous faites tourner. OK, dans les temps qui restent, on va faire un exercice un peu différent, le 7.6. OK, c'est le calcul de la circulation, mais cette fois, on calcule la circulation les longs du cours paramétré. Avant, on l'avait calculé la circulation, mais on l'avait pas, non, vous l'avez fait avec votre enseignant à l'exercice 2, mais vous l'avez calculé sur une courbe donnée en coordonnées cartésiennes, par exemple. Ici, on donne la courbe sous une forme paramétrée, donc avec un paramètre t. Donc, il faut calculer. Déjà, c'est quoi la définition de la circulation? La circulation de B. B, c'est ce champ vectoriel donné ici. Ici, on est dans les plans, on n'est pas dans l'espace. Ça, c'est les champs vectoriels qu'on a. Il faut les calculer le long de cette courbe gamma dt des composantes à moitié et p au carré. Ça veut dire quoi, ça? Que la coordonnée x de la courbe, bon, ça c'est la même chose que dire que x dt égale à 1 moins t et y dt égale à t au carré, avec t compris entre 0 et 1. Okay. Donc, vous pouvez donner une forme paramétrique de cette courbe. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez aussi trouver la forme, l'équation cartésienne de cette courbe. Comment vous faites pour la trouver? En passe T par Y. Oui, c'est ça. Oui. Bon, le plus simple, c'est plutôt d'écrire t égale à 1 moins x, et après, vous les remplacez dans y. Donc, on a y égale à 1 moins x au carré. Ça, c'est la forme cartésienne, l'équation cartésienne. Donc, c'est quoi qu'on courbe? Une parabole. Oui, une parabole. Mais l'idée, c'est de ne pas utiliser la forme cartésienne ici, justement, parce qu'on a la forme paramétrée. Donc, de faire le calcul de la circulation avec la paramétrisation qu'on a ici. Donc, c'est la circulation le long des gammes du champ vectoriel V. Par définition, c'est quoi ça? Par définition, c'est l'intégrale de V, produit scalaire DON, calculé le long de la courbe gamma, paramétrée par T. OK? OK, DOM, c'est dx OX plus dy EY. Et quand on calcule ces produits scalaires, on n'aurait pas du coup. On a x au carré moins y dx, plus un autre terme
qui est x, y au carré, dy, non? C'est quand on fait les produits scalaires, on a ces deux termes-là. Toujours sur la courbe gamma. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser la paramétrisation. C'est-à-dire qu'on va remplacer x par 1 moins t et y par t au carré. Parce que l'intégrale qu'on calcule, c'est le long de cette courbe. Donc x ne prend pas n'importe quelle valeur, mais il prend juste les valeurs compatibles avec la courbe. Donc x doit être égal aux mêmes valeurs que les x de la courbe. Donc ça va être 1 moins t au carré, moins t au carré ici. Et maintenant, bon, il faut faire un petit changement des coordonnées, si on veut. Donc, si x égale à 1 moins t, dx égale à quoi? Moins dt. 1 moins dt. Et dy? De t dt. De t dt, c'est ça. Donc, là, on a dt. OK, après, il y a la deuxième intégrale ici. Donc, x, c'est toujours 1 moins t. Y, c'est au carré, du coup, ça fait t puissance 4 ici. Et il y a dt. Ce qu'on n'a pas encore spécifié, c'est les bornes de l'intégrale, des deux intégrales. Et justement, c'est ici que la paramétrisation peut être utile, parce qu'on n'a pas besoin de calculer les x et les y au bord de la courbe, mais on a les paramètres t déjà. Donc, on a que t varie entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Donc, c'était qu'il faut. C'était la variable d'intégration ici. Donc, c'est par rapport à t qu'on a spécifié les bornes. OK, 0 et 1. Voilà. Et après, c'est bon, juste à faire des calculs d'intégrale. Oui, peut-être vous avez. Oui, vous avez aussi, c'est moins dt, c'est ça. OK, on va les mettre dehors ici. Hein, si ça ne vous dérange pas, on les met comme ça. On va mettre moins. Allez, allez, égal. Merci. Et oui, justement, ici, il manque les deux. Ouais, il manque les deux t encore. Il y a un moins ici et deux t qui viennent de y. Bon, après, c'est juste. Après, il faut calculer. Donc, vous voulez les faire chez vous, ça, ou bon, c'est des calculs, je ne sais pas, comme vous voulez. C'est des intégrales des polynômes. C'est 1 plus puissance 4. Ça fait combien de ça? Moins 2t au carré. Donc c'est moins 3t au carré. Et t, ici, on a combien? 2t au carré. T puissance 5. Moins t puissance 6, non? Ah, après, bon, les primitives, c'est moins t. T puissance 5 sur 5. Ouais, bon, c'est toujours. Ça fait t au cube. Plus 2t puissance 6 sur 6, 2t puissance 7 sur 7, et tout ça calculé entre 0 et 1. Bon, du coup, en 0, tout vaut 0, en 1, pour les t vaut 1, et il y a les coefficients qui comptent. Plus 1, plus 1 tiers, moins 2 septièmes. Bon, ok, bon. On va vérifier si les calculations justes, je n'avais pas vérifié. On va
après, bon, ça, vous pouvez les calculer. Ok. Bon, ça va, ça c'était un calcul comme ça pour calculer la circulation de façon un peu différente sur un paramétré. Bon, dans les 5 minutes qui restent, on fait juste la première question de l'exercice 5, mais ça va être rapide ça. Comme ça, après, la prochaine fois, on pourra recommencer de là pour faire les calculs de la circulation après. Ok, donc on a un champ scalaire, il faut dire s'il dérive d'un potentiel, pardon, on a un champ vectoriel V, il faut dire si ce champ dérive d'un potentiel scalaire ou pas. Et c'est ça. Hein. Les composantes, c'est ça. Bon, ça, c'est les composantes. Bon, bien évidemment, on est dans les repères cartésiens ici. Et ça veut dire quoi que V dérive d'un potentiel scalaire déjà? Si, V égale. D'accord. Ah, oui, la grade d'une fonction scalaire. Oh, les potentiels scalaires, on va l'appeler phi. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu avec les plus ou les moins. Moins, oui. Oui, les moins, parce qu'en physique, on utilise toujours les moins. On fait comme ça. Comme ça rejoint pour la physique. OK, donc ça veut dire ça. Donc, si on peut exprimer V de cette façon. Mais exprimer V de cette façon, ça veut dire aussi que si on considère la forme différentielle oméga, qui est égale à moins gradient de phi scalaire de OM, ça produit scalaire. Comme ça, on va définir une forme différentielle. Non? Si on fait les produits scalaires du gradient avec des vecteurs de déplacement, on définit une forme différentielle. Et cette forme différentielle, du coup, si on peut écrire V comme ça va être égal par définition à moins de phi. Oui, on l'a vu tout à l'heure, ça, que le gradient de phi scalaire de m est égal à d phi. Donc, dire que oméga est égal à moins de phi, c'est la même chose que dire que oméga est. Comment? Hein? Plus que fermé. Exact. Oui, si on peut écrire oméga égal à la différentielle d'une fonction scalaire, c'est qu'oméga exact. Et justement, si oméga exact, oméga aussi fermé, c'est comme vous dites, non? Donc, déjà, pour vérifier qu'oméga exact, on doit vérifier qu'oméga est fermé. Si oméga n'est pas fermé, oméga n'est pas exact, et V ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Il y a toutes ces chaînes d'implication. OK, donc oméga, déjà pour l'écrire, ça va être OK, moins les gradients de phi égale à V. Donc ça va être Y plus Z de X plus 2X dy plus X plus Z de Z. Donc vous savez que pour vérifier la fermeture, il faut calculer les dérivés croisés. Donc ça on l'appelle P, ça on l'appelle Q, ça on l'appelle R. Et si vous avez juste un coup d'œil comme ça, vous avez tout de suite une égalité qui n'est pas satisfaite.
Laquelle? Au niveau des dérivés. On dérive P par rapport à Y et Q par rapport à X. P par rapport à Y et Q par rapport à X, c'est ça. Donc, dP sur dy égale à 1. En principe, ça doit être égal à dq sur dx, ça, non? Si la forme est fermée. Mais dq sur dx égale à 2. OK, donc oméga n'est pas fermé. Et si oméga n'est pas fermé, oméga n'est pas exact. Et si oméga n'est pas exact, B ne dérive pas. Vous voyez, on est en train de parcourir toutes les implications dans les sens opposés avec des négations. Oui, oméga ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Voilà. Donc, si on demande si un champ vectoriel dérive d'un potentiel scalaire, déjà, il faut vérifier si la forme différentielle associée à B exact. Et déjà, s'il n'est pas fermé, n'est pas exact, ça sert à rien d'aller plus loin. Okay. Voilà, bon, pour s'arrêter ici, et vous direz que la prochaine fois qu'on a fait, bon, mais je vais lui dire, et du coup, il pourrait prendre à partir de là l'exercice 7.5.